C'est avec Mithridate que Racine va revenir à la tragédie historique. Dans l'histoire romaine, il trouve son sujet chez Plutarque, chez Dion Cassius, chez Appien aussi, mais nous disposons de peu d'éléments sur la création de cette pièce. Nous savons juste que Valincourt, qui succédera à Racine à l'Académie française, rapporte que Racine était l'un des meilleurs déclamateurs de son temps. En l'absence de preuves historiques, on fixe généralement la première de Mithridate, à l'Hôtel de Bourgogne, à une date très proche de la réception de Racine à l'Académie française, intervenue le 13 janvier 1673. On est en tout cas sûr d'une chose, c'est que la Champmeslé y tenait le rôle de monument. À 33 ans, Racine est au sommet de sa gloire. Sa nouvelle tragédie est attendue avec impatience. On en parle depuis plusieurs mois dans les gazettes et elle sera accueillie avec enthousiasme. Tout comme dans ses tragédies précédentes, Andromaque, Britannicus, Bérénice, Bajazet, le mélange de la politique et de l'amour y est tenté, une fois de plus. Racine condense l'action en une seule journée et n'hésite même pas à prendre quelques libertés avec la vérité historique. Mithridate, c'est le roi du pont sur le Bosphore, connu pour s'être immunisé contre les poisons. Voici 40 ans qu'il lutte contre les Romains, mais alors qu'approche leur victoire, le voici directement confronté à l'animosité de ses deux fils, Pharnace et Xiphares, également à celle de sa maîtresse Monime. Amour, puissance, coup de théâtre occupent librement la scène. Le passage lu ici, acte 3, scène 5, en est un bon exemple. Cette pièce, dont Louis XIV dira qu'elle était sa préférée, est unanimement tenue pour la plus cornélienne de toutes les pièces de Racine. Les critiques se posent d'ailleurs, encore aujourd'hui, la question de savoir s'il voulut délibérément achever de tuer le père que représentait en quelque sorte Corneille. Racine surpasse ici son rival sur son terrain d'excellence, celui de la tragédie héroïque. Mais il ne renonce pas pour autant à sa spécificité, la logique supérieure des sentiments. Enfin, j'ouvre les yeux et je me fais justice. C'est faire à vos beautés un triste sacrifice que de vous présenter, madame, avec ma foi, tout l'âge et le malheur que je traîne avec moi. Jusqu'ici, la fortune et la victoire même cachaient mes cheveux blancs sous 30 diadèmes. Mais ce temps-là n'est plus. Je régnais et je fuis. Mes anses sont accrues, mes honneurs sont détruits, et mon front dépouillé d'un si noble avantage, du temps qui l'a flétri, laisse voir tout l'outrage. D'ailleurs, 1000 desseins partagent mes esprits. D'un camp prêt à partir, vous entendez les cris. Sortant de mes vaisseaux, il faut que j'y remonte. Quel temps pour un hymen qu'une fuite si prompte, madame, et de quel front vous unir à mon sort quand je ne cherche plus que la guerre et la mort. Cessez pourtant, cessez de prétendre à Pharnace, quand je me fais justice, il faut qu'on se la fasse. Je ne souffrirai point que ce fils odieux que je viens pour jamais de bannir de mes yeux, possédant une amour qui me fut déniée, vous fasse des Romains devenir l'allié. Mon trône vous est dû. Loin de m'en repentir, je vous y place même avant que de partir, pourvu que vous vouliez qu'une main qui m'est chère, un fils, le digne objet de l'amour de son père, Xiphares, en un mot, devenant votre époux, me venge de Pharnace et m'acquitte envers vous. Xiphares,
Lui, Seigneur? Oui, lui-même, madame. D'où peut naître à ce nom le trouble de votre âme? Contre un si juste choix, qui peut vous révolter? Est-ce quelque mépris qu'on ne puisse dompter? Je le répète encore, c'est un autre moi-même, un fils victorieux qui me chérit, que j'aime. L'ennemi des Romains, l'héritier et l'appui d'un empire et d'un nom qui va renaître en lui. Et quoique votre amour ait osé se promettre, ce n'est qu'entre ses mains que je puis vous remettre. Plutôt de 1000 morts, dussiez-vous me punir.